bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau d'APE. Toujours un bonheur de vous retrouver sur ce plateau et dans cette émission, la seule émission hebdomadaire de l'océan Indien, madame, entièrement consacrée à l'environnement et à sa protection. Aujourd'hui, on va parler d'agriculture. Encore, vous allez me dire, oui, mais on va parler d'agriculture durable. On a évidemment Maître Capello qui est avec nous, Anne-Constance Onguena. Anne-Constance, l'agriculture durable, c'est quoi exactement ? L'agriculture durable, on va voir pendant toute l'émission ce que c'est, mais c'est surtout très important de parler d'agriculture durable parce que les produits phytosanitaires sont hautement polluants pour l'eau et on commence à retrouver quelques traces de pesticides dans l'eau à Mayotte. Donc c'est vraiment super important de se concentrer là-dessus. Eh bien, on va se concentrer tout au long de cette émission avec nos invités, bien évidemment, que vous allez découvrir dans un instant. Mais tout de suite, c'est le sommaire de cette émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir que des agriculteurs qui n'utilisent plus de produits phytosanitaires, ça existe à Mayotte. Ces agriculteurs sont structurés et organisés. Pour en parler, on va recevoir dans un instant Bertrand Vibrecht, directeur de la DAF de Mayotte. On aura également Mohamed Bouanaïri, président de l'UCOPAM. Et puis on aura également Brice Bouvard, responsable du réseau de surveillance biologique du territoire dans le cadre du plan Éco-Phyto. Nous allons voir comment les pouvoirs publics mettent l'accent sur ce mode de production pour protéger notre santé et l'environnement. Enfin, Anne-Constance Onguena nous donnera, comme chaque semaine, quelques chiffres marquants sur l'agroécologie. Les fruits et les légumes, nous aimons les consommer si possible sans produits nocifs pour la santé. Et pour les produire sainement, nos agriculteurs utilisent des techniques agroécologie. Motivés et convaincus, ces agriculteurs modifient en profondeur les manières de produire nos fruits et nos légumes. Découvrez ce reportage signé Pierre Bellucci, Daniel Dunon et Oumrati Saïd. L'agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. À ce titre, depuis 2014, le plan Éco-Phyto se met en place à Mayotte. Objectif, diminuer le recours aux produits phytosanitaires tout en continuant à assurer un niveau de production élevé tant en quantité qu'en qualité. De là est né en 2015 le réseau Défi Ferme qui regroupe 11 agriculteurs du département. L'agroécologie, c'est quoi ? C'est mettre l'environnement au service de l'agriculture pour la rendre plus productive. Mais plus productive dans le respect de ce même environnement. Et donc le réseau Défi Ferme, il a pour objectif sur Mayotte en filière maraîchère de fédérer des exploitations, des agriculteurs qui ont pour objectif, pour envie de réduire l'utilisation de leurs produits phytosanitaires en culture. Les produits phytosanitaires dits chimiques sont source de pollution de l'air, des eaux et des sols, causent des dommages sur la santé des agriculteurs et de leurs consommateurs, contribuent au changement climatique, nuisent ou détruisent la biodiversité locale. A l'inverse, les produits phytosanitaires issus de substances naturelles ont un impact réduit sur l'environnement. Laurent, installé à Mayotte depuis 10 ans, a fait le choix de ne plus utiliser de produits chimiques, afin notamment de permettre aux insectes utiles de jouer leur rôle de régulateur biologique. Voilà donc la larve de coccinelle qui mange les pucerons. Donc ça, on a ça que si justement on n'a pas traité avec des insecticides avant. Si dès le début on a essayé de tuer les pucerons avec un insecticide, on a tué aussi la larve de coccinelle. Du coup, en général, les pucerons ils survivent et il y en a de plus en plus. L'agroécologie fait donc appel à plusieurs techniques, telles que celle qui consiste à couvrir les cultures à l'aide de filets protecteurs. Cela permet à cet agriculteur mahorais de ne plus utiliser de produits chimiques. Je peux le mettre aussi sur la courgette, sur le concombre, des choses comme ça, quoi. Tout ce qui est cucurbitacé, au fait, je peux le protéger avec ça et ça m'évite d'avoir recours toujours au traitement chimique, quoi. Atou a également fait le choix d'utiliser la technique de l'augmentorium, devenue un pilier de la protection agroécologique des cultures. Ça, le principe, c'est de mettre tous les fruits piqués, tombés, tous les fruits qu'on ramasse par terre, c'est de les mettre dedans, ça évite de propager les bestioles qu'il y a déjà dans les fruits. Parce que la mouche, elle pique un fruit, mais elle va mettre ses œufs dedans. Donc si ça tombe par terre, les œufs vont se développer, ça va donner naissance aux petits, et après ça, voilà.
ça va se propager un peu partout. Et pour éviter ça, on met des dents. Comme ça pond dedans, fait les fruits ils vont éclater, ça va donner les petits mais ils ne peuvent pas sortir. Si pour l'heure, seuls 11 agriculteurs ont adhéré au réseau Défi Ferme, le plan Ecophyto poursuit comme objectif de faire des émules. Ce qui est essentiel, c'est de faire boule de neige, c'est-à-dire que de modifier petit à petit, de valider des pratiques, de les diffuser à l'extérieur du réseau, en organisant des réunions, des sessions de démonstration au sein de ces exploitations. Quels que soient les modèles, l'idée c'est qu'un agriculteur qui soit dans le même modèle, il puisse s'y retrouver et qui voit que mon homologue agriculteur qui est un peu dans le même modèle que moi, il a une technique qui a l'air très intéressante, permet de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, d'améliorer mes sols, etc. Donc je vais tester. Si ça marche, je vais continuer. L'agroécologie révise les systèmes de production en profondeur, réduit l'empreinte environnementale en tenant compte de la biodiversité. Si pour l'heure elle reste marginale à Mayotte, le plan Ecophyto fixe l'objectif de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires à 25% en 2020 et 50% en 2025. Merci beaucoup Pierre pour ce superbe reportage. On va tout de suite retrouver nos invités, à commencer honneur aux dames. Anne-Constance Onguena pour le cabinet Incidence. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. À vos côtés, on a Brice Bouvard pour l'éco-phyto. Brice, bonjour. Bonjour Patrick. Bertrand Vibrèche, qu'on connaît bien sur ce plateau, le boss de la DAF, il est avec nous. Bertrand, bonjour. Bonjour à tous. Et puis Mohamed Bouanaïri pour l'UCOPAM. Mohamed, bonjour. Bonjour à tous. Première question, ça va être pour Bertrand Vibrèche. Peut-on réellement parler d'agroécologie à Mayotte ? Oui, bien sûr qu'on peut parler d'agroécologie à Mayotte. Donc l'agroécologie, c'est le fait d'utiliser les mécanismes de la nature et les ressources naturelles pour obtenir une production agricole. Oui. Donc c'est vraiment se rapprocher des mécanismes naturels pour obtenir sa production agricole. Et je dirais qu'à Mayotte, traditionnellement, l'agriculture, au départ, est une agriculture agroécologique. C'est une agriculture non dépendante aux pesticides, au départ, qui mobilise différents types de plantes. Il y a les plantes herbacées, il y a les arbustes, il y a des arbres au-dessus, etc. Donc le jardin mahorais est un modèle d'agroécologie au départ. Ouais. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est moderniser un peu ce modèle, voir comment on peut intensifier effectivement la production de fruits et légumes en respectant, je dirais, les bases du modèle agroécologique, donc les bases du fonctionnement des cycles naturels. Et ça, en fait, on y arrive grâce à un certain nombre de travaux qui sont entrepris. Bertrand, est-ce que les techniques utilisées à Mayotte sont les mêmes qu'ailleurs ou elles sont spécifiques à Mayotte ? Alors elles sont forcément spécifiques à Mayotte parce qu'en fait on a un climat qui est différent et que quand on parle agroécologie, on parle écologie. Quand on parle écologie, effectivement il faut prendre en compte le fait qu'ici on a des températures élevées, le fait qu'on a pendant la saison des pluies une humidité qui est très forte. Voilà, donc on a je dirais des contraintes de milieu qui sont particulières. On a des ravageurs qui ne sont pas forcément les ravageurs des cultures qui existent ailleurs et donc il faut effectivement mettre au point des techniques qui soient spécifiques. Brice, dans ce reportage, on a entendu presque un gros mot. On a besoin d'une explication. Donc, je plaisante un peu, évidemment. C'est quoi l'augmentarium ? Alors, un augmentarium, qu'est-ce que c'est ? Donc, on vient de définir un peu ce qu'était l'agroécologie. Si on veut aussi faciliter le travail des agriculteurs et réduire au maximum l'usage des produits phytosanitaires, on peut utiliser des outils préventifs. D'accord. Donc l'augmentarium, en gros, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une grande boîte dans laquelle l'agriculteur va mettre l'ensemble de ses fruits piqués. L'idée, c'est que... Quand on dit piqué, c'est voilà, en abîmé, fait, c'est un outil qui va plutôt être efficace contre les mouches. Et donc les mouches, elles ont tendance à piquer dans le fruit. L'asticot s'y développe, le fruit est donc non commercialisable. Et surtout, s'il tombe par terre, la mouche peut ressortir, une nouvelle mouche va ressortir et aller piquer d'autres fruits. D'accord. Tout ravageur possède un ennemi naturel. C'est aussi l'intérêt justement des mécanismes de régulation. L'intérêt, c'est de dire, dans ces mouches, il y en a peut-être qui ont été parasitées. Et donc du coup, on va les confiner dans cette boîte. Et cette boîte, elle est recouverte par un grillage très fin. Ce grillage très fin, quand une mouche va émerger, elle ne pourra pas sortir de la boîte. Par contre, si la petite guêpe qui la parasite, elle, émerge, elle pourra sortir par les trous du filet.
Donc, elle pourra ensuite se disséminer sur l'exploitation et aller parasiter d'autres mouches. Donc, en gros, on augmente la population d'ennemis naturels en confinant ces fruits piqués et en même temps, on limite l'impact des fruits piqués sur le renouvellement des populations de mouches et donc le risque d'augmenter à vitam aeternam. Bien sûr. Voilà. Mais alors, j'ai bien compris, on va utiliser le principe du filet. Ça coûte combien un filet ? Alors un filet, ça dépend. À l'heure actuelle, on doit être autour de 10 à 12 euros le mètre linéaire. Ouais. Pour un filet donc utilisé notamment pour protéger les cultures maraîchères. Ouais. Donc après, ça chiffre vite quand même. Ça chiffre assez vite. C'est pas un frein le prix du filet ? Alors ça peut être un frein. Après, il existe bien sûr des aides à l'investissement. Ouais. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est de comprendre justement cette logique d'investissement. C'est-à-dire que moi, je vais acheter un filet. En combien de temps mon filet il va être amorti ? C'est-à-dire en combien de temps je vais le rembourser ? Un filet par rapport au type de matériaux dans lequel il a été choisi, sa durabilité, elle est de 6 à 8 ans. On va dire que le coût du filet par rapport au gain de rendement, il est amorti en 3 cycles en moyenne. Ouais. Ça veut dire si on fait 2 cycles de tomates sur une année, plus un cycle l'année d'après, en gros, on a remboursé son filet. Donc ça reste jouable. Sachant qu'on va gagner de l'argent sur les 6 années qui restent. C'est clair. Voilà. C'est clair. Donc, et après, c'est toujours la loi aussi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que plus on aura des gens qui demanderont des filets, plus on pourra les importer en grande quantité et plus le coût au mètre linéaire sera bas. Mais évidemment. Bertrand, le réseau d'Efiferm est à ses prémices, ça on le sait. Comment on peut accélérer son développement ? Alors le réseau d'Efiferm, il est important parce que c'est un réseau qui est basé sur les expérimentations qui sont menées au lycée agricole. Donc ça a permis de grouper une dizaine de maraîchers qui travaillent sur la mise au point de nouvelles techniques et qui vérifient, je dirais, en vraie grandeur, le fait que ce qu'on a mis au point au niveau du lycée agricole, ça marche chez les exploitants agricoles. Donc là, ils sont une dizaine à faire partie de ce réseau. Et l'objectif, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que chaque agriculteur qui a intégré le réseau d'Efiferm et qui a modifié ses pratiques, il puisse lui-même devenir quelque part le démultiplicateur des résultats et que, en gros, il puisse travailler avec une dizaine d'autres agriculteurs pour leur faire connaître un peu sa propre expérience, les gains qu'il a connus en utilisant les techniques qui ont été mises au point et ainsi pouvoir, à la fin, je dirais, toucher l'ensemble des maraîchers du territoire. Brice, on en est où de l'utilisation des produits phytosanitaires à Mayotte ? Alors ça évolue. Après, c'est difficile d'avoir des chiffres, on va dire, concrets. En général, c'est le service alimentation en lien avec Ecophyto qui fait un peu un inventaire sur ses usages. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est en tout cas, pour tout ce qui va être usage des produits phyto, pour les collectivités, on est dans une interdiction totale, sauf pour des produits bio depuis 2017, pour les jardiniers amateurs depuis 2019, depuis janvier. Et pour les professionnels, ce qu'on remarque sur le terrain, c'est qu'on n'est pas dans des usages pesticides qui sont très fréquents. On l'a déjà dit, je pense, dans d'autres émissions ou ailleurs. Tout à fait. Tout ce qui va être fruitier ou vivrier, donc vivrier, on va dire manioc, banane ou autre, sont pas sujets à des traitements phytosanitaires. On est plutôt sur le maraîchage, où on est sur des cultures à cycle court, avec une valeur ajoutée importante en termes de rémunération pour les professionnels. Donc on est globalement sur des usages assez limités. Quand les gens utilisent des produits, souvent ils utilisent ce qu'on appelle des préparations naturelles peu préoccupantes. Donc c'est souvent des macérations à base de plantes qui vont avoir des rôles fongicides ou insecticides intéressants. Et après, quand on a des usages pesticides, on met en place les mécanismes du transfert avec les méthodes de filet, avec comment respecter une posologie, etc. pour que les utilisations, si elles ont lieu, elles soient soit limitées par des méthodes alternatives, soit dans le cadre réglementaire qui est du coup respectueux de la santé à la fois de l'utilisateur et du consommateur. Bertrand, Brice parlait à l'instant des produits interdits, comme notamment le diméthoate. On en utilise beaucoup à Mayotte ? Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on fait des contrôles. Pourtant, on en entend parler, hein. Oui. Nous, on fait des contrôles tous les ans sur l'ensemble des cultures maraîchères. Et la seule production sur laquelle on a vraiment un souci, c'est la tomate.
Il faut savoir que sur les autres productions maraîchères, en fait, on n'a pas de problème. On n'a pas de résidus de pesticides à des seuils détectables sur les autres cultures. Donc voilà, on a un seul souci qui est la tomate. Et sur la tomate, on a le problème de l'utilisation du diméthoate. Le diméthoate, donc c'est une molécule qui a été interdite il y a 3 ans en France. Il faut savoir aussi que c'est une interdiction nationale, que dans certains pays européens, le diméthoate est encore autorisé. Et nous, les problèmes que l'on rencontre, c'est le fait qu'on ait à la fois une molécule qui est interdite de mise sur le marché sur le plan national et que les conditions d'utilisation sont très mauvaises. C'est-à-dire que les gens utilisent ce diméthoate à la limite juste avant la récolte. Et donc on en retrouve, je dirais, des quantités très fortes parfois dans les tomates. Mohamed Bouanahiri, président de l'UCOPAM, comme chacun sait. Président, comment manger des fruits et des légumes, des bons fruits et légumes, et comment en être sûr, selon vous? Alors, pour être sûr, naturellement, il faut se diriger dans les endroits où les produits viennent des coopératives. Donc ça veut dire qu'on évite les brouettes, on évite d'acheter ce qui est au bord de la route. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la base. Chose, voilà. Il y a certains agriculteurs qui font de la vente directe, mais qui appartiennent à des groupements qu'on appelle les GVA, les groupements de vulgarisation agricole. Il y en a dans les villages, comme à Tsingoni, comme à Akwa, etc. Ça, ce sont des agriculteurs qui respectent les produits phytosanitaires, la rémanence, etc. Mais en dehors de ça, c'est sûr qu'il vaut mieux éviter. Bertrand, quel est le lien entre l'alimentation saine et la santé? On l'imagine, mais est-ce qu'on a des précisions là-dessus? On a des choses, je dirais que l'alimentation saine, c'est à la fois une question de choix alimentaire, c'est ce qu'on mange, la façon dont on consomme, qu'est-ce qu'on met dans son assiette, et puis après c'est la qualité de ce qu'on met dans son assiette. Voilà. Alors on a beaucoup de données sur, je dirais, l'influence de ce qu'on met dans son assiette, avec les problèmes qu'on a ici liés, je dirais, à la transition économique, qui fait qu'on a certaines maladies qui sont liées au mode de consommation, le diabète, le développement de l'obésité, etc. Voilà. Par contre, ici, localement, on n'a pas de données précises sur, je dirais, l'effet des résidus de pesticides sur la santé des consommateurs. L'agroécologie, Mohamed, ça a l'air de fonctionner, ce système. Comment on peut le développer, véritablement? Alors, c'est les formations dans les organisations agricoles, parce que le seul problème qu'on a ici, c'est que l'individualisme, il touche beaucoup de monde, alors qu'avant, c'était naturel de travailler en coopérative. Au niveau on est en train de perdre cette notion de coopérative. On a beaucoup perdu et on a du mal d'ailleurs à rattraper, parce que c'est vrai, il y a eu quelques coopératives qui ont eu n'ont pas eu de chance, parce que malgré les aides de l'État et des pouvoirs publics, ces coopératives-là n'ont pas pu faire de bons résultats, et que les agriculteurs qui étaient adhérents se sont fâchés en disant on ne veut plus entendre parler des coopératives. Aujourd'hui, quand on parle des coopératives, c'est sûr qu'ils ne nous regardent pas. Alors c'est dommage, parce que les premières sociétés coopératives agricoles de Mayotte, moi j'avais encore 5 ans, 6 ans, il y avait dans 4 villages de Mayotte, il y avait Chikoni, Sada, Ouangani et Mtsangamouji. C'était il y a combien de temps ça? Comment? C'était il y a combien de temps? Je ne sais pas quand est-ce que ça a été créé, mais moi, c'était en 1964-65. Je me rappelle qu'ils existaient déjà. Et des coopératives où les membres ne parlaient pas français parce que ce n'était pas scolarisé, mais ils arrivaient quand même à travailler ensemble et ils avaient des bons résultats. Les premiers tracteurs Massey Ferguson, ils venaient de ces coopératives-là, qui n'avaient pas de subvention, qui n'avaient pas d'aide du tout publique. Ils se débrouillaient. Le premier camion Citroën, c'était encore ces coopératives-là. Et le premier bateau qui a fait Dzaoudzi Mombasa, c'était ces coopératives-là. Le bateau en bois. Avec Donc ça fonctionnait. Donc ça fonctionnait parce qu'ils étaient ensemble. Gardez bien le micro. Malheureusement, aujourd'hui, l'individualisme a touché tout le monde. Donc on ne peut plus regrouper des gens, parce que chacun a d'autres pensées en disant que voilà, on va aller à cet endroit. Lui, il va penser à autre chose et il n'arrive jamais. Et il faut peut-être regarder ce qu'il y avait derrière nous. L'avenir est peut-être un tout petit peu derrière, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bertrand, il n'y a pas d'AMAP encore. Il y a une place pour ça ici?
Alors, il n'y a pas d'AMAP pour l'instant, mais il existe un dispositif qui sont les paniers du lycée agricole de Coconi qui fonctionnent comme une AMAP. Et puis, l'AMAP, c'est bien, mais c'est un dispositif assez contraignant pour le consommateur. C'est un dispositif de panier où le consommateur ne choisit pas forcément ce qu'il va recevoir chaque semaine. Donc voilà, donc c'est plus ou moins pratique selon la taille du ménage, selon la façon dont on prépare ses repas. Quand on se retrouve avec une courgette alors qu'on en aurait besoin de 3 ou 4, c'est compliqué à gérer, etc. Donc il y a d'autres dispositifs qui permettent d'obtenir les mêmes résultats qu'une AMAP. En fait, le but de l'AMAP, c'est de mettre en relation je dirais, les producteurs et les consommateurs. C'est d'établir le dialogue entre producteurs et consommateurs. Donc, je pense qu'il y a de la place pour des AMAP à Mayotte, parce que je dirais que les paniers de Coconi ont un succès certain et le lycée agricole n'est pas en mesure de fournir la demande de paniers. Donc, ça veut dire que si d'autres producteurs s'organisent et mettent en place ces dispositifs de paniers, ils y arriveront sans problème. Il y a des clients à des marchés à différents endroits. Ça veut dire quoi, Bertrand? Ça veut dire que la restauration scolaire, le besoin de la restauration scolaire ici à Mayotte ne va pas véritablement servir les agriculteurs locaux? En tout cas, n'auront pas les moyens de pouvoir travailler avec les agriculteurs locaux? Parce qu'eux-mêmes ne pourront pas fournir suffisamment? Si, mais on est sur un autre marché là. C'est encore autre chose. Les AMAP, c'est vraiment pour fournir les consommateurs individuels, les familles consommatrices qui souhaitent être en relation avec des groupes de producteurs. De la même manière, on peut mettre en place des magasins de proximité. C'est un des projets, il me semble, de la COPAC, d'aller au-delà du magasin qui existe à Combagny et de mettre en place d'autres magasins de proximité qui sont, je dirais, pilotés par les producteurs et qui accueillent les consommateurs et qui sont prêts à faire de l'information des consommateurs pour dire d'où le produit vient, quelle est sa qualité, etc. Voilà, donc ça c'est un autre type de dispositif qui va se développer. Et puis après, il y a la question de la restauration scolaire, où là, je dirais qu'il y a des défis. Il y a des défis en termes de quantité produite, en fonction des marchés qui seront passés par les cuisines centrales pour la restauration scolaire. Et il y a des défis aussi en termes de type de produit qui est livré. Mais on peut être rentable pour l'agriculteur. Ça peut véritablement être rentable. Parce que souvent on dit ouais mais le prix d'achat il est un peu léger, la production à Mayotte coûte plus cher, la restauration on veut des prix pas chers justement, et c'est là où des fois c'est compliqué. Il faut discuter. Vous discutez. Vous restez avec nous parce qu'on va retrouver Anne-Constance tout de suite pour commenter quelques chiffres. Anne-Constance, en tout cas, des questions toutes simples. On parlait de pesticides tout à l'heure avec Brice. Combien consomme-t-on de pesticides chaque année, mais en France ? 66 000 tonnes, ce qui représente à peu près 2 kilos chaque seconde, qui sont utilisés pour l'agriculture et l'horticulture. 2 kilos par seconde? Oui. Par personne? Non, par seconde. Et c'est en constante augmentation. Dans le micro. En constante augmentation depuis 2010. Combien les Français ont dépensé en 2016 pour acheter des aliments labellisés sans produits phytosanitaires et sans OGM? 7 milliards d'euros. Ouais. Et en 10 ans, ce marché a progressé de 278%. Ah oui, 7 milliards d'euros. Et c'est pas une personne qui a... Non, a priori, non. On est bien d'accord. Ça représente quand même 5,7% de la surface agricole, ces produits consommés. Donc il y a un vrai potentiel d'évolution là-dessus. L'agroécologie, je plaisantais tout à l'heure mais est-ce que nos agriculteurs sont tous au courant de l'agroécologie ? En tout cas, 83% déclarent connaître l'agroécologie. Ils étaient 50% il y a quelques 3 ou 4 années. Et ils sont 70% à prétendre utiliser des techniques d'agroécologie, et au premier rang desquelles la réduction des intrants, c'est-à-dire la limitation des pesticides, des herbicides et des fongicides. Merci beaucoup Anne-Constance pour ces précisions. Merci également à tous nos invités. Merci à Brice, merci à Bertrand, merci à Mohamed pour vos lumières sur nos questions. Parfois un peu naïves, mais on a besoin de comprendre le fonctionnement. Nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine sur un nouveau plateau d'APE. D'ici là, soyez extrêmement prudents. Salut.